Et bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH, votre émission high-tech du lundi soir en direct avec la fine équipe de retour. Je suis très heureux de revoir Krakou sur notre plateau. Il est très heureux de te revoir aussi. Voilà, ça il faisait parle quoi de lui ça à la troisième personne maintenant, c'est magnifique. Ça faisait 3 semaines que les 5 à 7 de Krakou prenaient le pas sur l'émission, mais il est de retour avec nous avec plein de bons matos à nous montrer. Je vais faire vite sur le tour de table aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. On enchaîne avec Chrono. Comment ça va Chrono ? Super. Et toi ? Bon anniversaire, Chrono. Mais oui, Chrono qui rejoint la team vieux. Trentenaire. Puisque Chrono a maintenant 30 ans et du coup, il reste plus personne dans cette émission qui a moins de 30 ans. Voilà, il rejoint la team trentenaire et la team VR en même temps. Team VR, team trentenaire, donc joyeux anniversaire à toi. Merci Chrono beaucoup. et bien sûr Pentaro, lui c'est team quoi 60, 60 non, 60 FPS garantie, ça c'est sûr. 60 FPS, team terabit de connexion. C'est ça. 60 FPS. Voilà, donc l'émission, qui vous l'avez remarqué, commence de plus en plus tard. Ce soir, on a décidé de commencer à 18h30 et d'ici quelques semaines, on passera à 19h parce que j'ai fait un sondage, voilà, avec l'excellent compte Twitter, le JDH, et il se trouve que les gens, en fait, sont quand même plus présents à partir de 18h30, 19h. C'est vrai que en général, 18h, on est parfois encore au taf, encore dans les bouchons, etc. Donc voilà, on va décaler au fil des semaines un petit peu. On devrait arriver à 19h dans quelques temps. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a la chaîne YouTube, voilà, pour ceux qui ratent. Il y a la chaîne YouTube où vous pouvez rattraper les VOD. Voilà, mon petit tech, on balance tout de suite le jingle news parce qu'on n'a pas de temps à perdre. News. Et voilà les news de Krakou, de tonton Krakou. Qu'est-ce que tu nous as retenu ? Ça fait quand même 15 jours que tu n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé de beau pour toi, Krakou ? Je reviens de vacances. Non, il s'est passé plein de choses, notamment Logitech, qui est le célèbre fabricant de produits gaming, qui s'est fait un petit plaisir en fin de semaine dernière. Il s'est offert SciTech pour la modique somme de 13 millions de dollars. Alors, quand je dis modique somme, c'est pas du tout une blague, la somme est relativement peu élevée d'après les spécialistes pour une société, pour une société comme SciTech. Donc pour remettre un petit peu les choses en perspective, SciTech c'était une branche de Mad Catz qui était spécialisée dans les systèmes de simulation de vol principalement. Donc les manettes des gaz, les manches à balai, ce genre de choses. Et pour Mad Catz, c'était évidemment l'occasion de ramener... non. Je viendrai après. Pour Mad Catz, c'était évidemment l'occasion de ramener un petit peu de sous dans la caisse, puisque Mad Catz l'année dernière a annoncé un exercice fiscal annuel qui intégrait une perte de 11 millions de dollars. Ah bah là ils ont perdu 11, ils ont vendu 13. Notamment à cause de leur pari sur Rock Band. C'est ça, ils ont eu pas mal de problèmes avec les périphériques Rock Band, enfin l'accord qu'ils avaient sur Rock Band. Et pour Logitech, l'avantage il va être double en fait. D'abord les synergies en matière de catalogue sont évidentes, parce que jusqu'ici Logitech était plutôt spécialisé clavier, souris, casque, ce genre de choses. Éventuellement ils ont aussi une petite gamme de volants. Donc du coup avec SciTech ils récupèrent toute une gamme de périphériques qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Le deuxième avantage pour Logitech qui est un peu moins visible, c'est un accès à la VR, c'est-à-dire que Logitech voudrait commencer à proposer des accessoires un petit peu plus tournés vers la VR, et justement tout ce qui est simulation de vol, Elite Dangerous ou Flight Simulator, c'est justement des supports qui sont vraiment très très agréables à utiliser dans un cadre de VR avec un casque et tout. Donc il voudrait commencer à mettre un pied dans les accessoires VR, pas en profitant de l'expérience de SciTech sur ce domaine. Ok, très bien. Après moi je sais qu'ils font des périphes plutôt de qualité, et comme tu dis ça. Oui, globalement ils ont eu bien un petit passage à vide sur les claviers les claviers mécaniques, leur dernier. Le G910 notamment était pas super bien réussi, mais depuis ils se sont bien rattrapés. Ils ont fait le 810, le 610 qui était assez bon. Non, et puis globalement leur souris, il n'y a rien à dire. La G502 c'est une des meilleures du marché. D'accord, on enchaîne avec Enermax. Enermax c'est quoi? C'est des alimes, non? Enermax ils font beaucoup de choses, ils font des alimes, des accessoires pour boîtier PC, essentiellement du refroidissement. Et c'est exactement de ça dont on va parler, de refroidissement, puisqu'ils viennent de lancer une nouvelle gamme de ventilateurs, les DF Vega, donc qui seront déclinés en 2 modèles, le DF Vega et le DF Vega Duo.
Donc du coup, bah oui, des ventilateurs, on en a des tonnes sur le marché. Oui, là, je vois rien de spécial. Vous demander, voilà, ce qu'ils font de spécial. Ils font plusieurs choses. D'abord, ils sont auto-nettoyants. Alors ça, c'est une surprise. Alors ça, c'est bon. Ouais, en fait, le principe, c'est qu'au démarrage d'un PC, ils vont se mettre à tourner en sens inverse à assez forte vitesse, de manière à venir expulser en fait les particules de poussière qui viendraient se coller sur eux. Et ensuite, au bout de quelques secondes, ils reprendraient une rotation normale. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est un principe qui n'est pas totalement nouveau. Il y a Acer qui l'a intégré, notamment, il a baptisé ce système Dust Free, je ne sais plus quoi. Et il l'a intégré sur ses portables Predator. Les portables Predator, une fois toutes les 2-3 heures, lorsqu'il détecte que le système n'est pas en charge, il lance les ventilateurs en sens inverse de manière à expulser la poussière qui pourrait se déposer à l'intérieur du châssis. Autre particularité de ces ventilateurs, ils ont un sélecteur 3 positions qui permettra en fait de définir un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous pourrez choisir entre, que je dis pas de bêtises, ultra silencieux, silencieux ou performant, et il va se caler en fait sur cette plage de fonctionnement derrière pour gérer la ventilation. Voilà. Ça va permettre en fait à tout le monde de pouvoir adapter la vitesse des ventilateurs à son système en particulier. Ok, donc c'est modulable. Voilà, et effectivement, ces ventilateurs sont destinés, on va dire, à un public de gamers les périphériques gaming ne sont pas des périphériques gaming s'il n'y a pas des LED partout. Voilà, là, vous avez deux ventilateurs qui auront donc chacun des systèmes de LED, 12 pour le modèle Vega et 24 pour le modèle Vega Duo. D'accord. Donc c'est deux systèmes qui devraient arriver d'ici la fin septembre et on ne connaît pas encore leur prix. RGB ou pas les LED ? Oui, RGB. Évidemment. Après, est-ce que le système de nettoyage fonctionne vraiment fonctionner? Je suis un peu dubitatif là-dessus, parce que autant sur un système vraiment contrôlé à l'intérieur d'un portable, je vois bien, autant à l'intérieur d'un boîtier, que les ventilateurs se mettent tous à tourner en sens inverse. Enfin, je sais pas, faut tester. Bon, on attend de voir ça. On enchaîne avec SteelSeries. Oui, SteelSeries qui a sorti un nouveau modèle de souris et c'est son deuxième modèle avec une approche un peu particulière, c'est-à-dire que SteelSeries d'habitude a plutôt tendance à proposer des souris relativement simples en termes de design, c'est-à-dire peu de boutons, assez peu de fioritures au niveau de la coque ou au niveau des éléments de design. Et depuis quelques temps, là, ils se mettent à sortir des souris un petit peu plus complexes en termes de fonctionnalité. Donc, ils avaient déjà commencé ce mouvement avec la Rival 700, et là, ils viennent d'annoncer la Rival 500, donc qui est une souris dédiée principalement aux joueurs de MOBA et de MMO, notamment parce qu'elle aura pas mal de boutons à sa disposition. Elle va embarquer en tout 15 boutons, dont 2 qui seront situés au niveau de la molette, puisque la molette sera actionnable sur 3 axes. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier également? Elle proposera un capteur 16 000 dpi, ça c'est maintenant classique, c'est le PixArt 3360 qu'on retrouve dans pas mal de modèles. Elle aura 2 zones rétroéclairables au niveau du logo et de la molette. Et également, on pourra noter 2 choses particulières. La première, c'est que la coque arrière sera démontable. Et les plans notamment seront fournis pour ceux qui veulent s'en imprimer une en 3D et la faire personnaliser. Trop bien. C'était une possibilité qui existait déjà sur la 700. Et la deuxième particularité, qui sera plus... qui sera pas forcément son meilleur atout, on va dire, je vais vous expliquer pourquoi. Elle va disposer d'un système d'alerte tactile. C'est-à-dire que la coque, en fait, pourra vibrer. Vous pourrez configurer le système de vibration pour qu'il réagisse à des événements en jeu. Typiquement, vous tombez en dessous de 20 points de vie en jeu, hop, la coque se met à vibrer. Vous avez plus de mana, hop, elle se met à vibrer d'une manière différente, etc. Pourquoi je mets un petit peu en doute ce système? Parce que pour le moment, il est dépendant du SteelSeries, du logiciel de gestion SteelSeries Engine, et ce logiciel ne gère pour l'instant que 3 jeux avec ce système. C'est CSGO, Dota 2. C'est fou le nombre de périphériques comme ça qui ont des features de. Ça me rappelle le Toby. Enfin, tu vois, la caméra là qui traque tes yeux quand tu joues. C'est cool, mais il y a 2 jeux. Quoi. Et voilà, donc, là c'est pareil. On pourra l'utiliser sur CSGO, Dota 2 et Minecraft. Enfin, on pourra l'utiliser pleinement. Après, au moins, c'est des jeux assez connus.
Voilà. Oui, mais bon, c'est une souris à 90 €. Faut vraiment jouer qu'à ces jeux-là, quoi. C'est Il y un a peu pas dommage. World of Warcraft, je suis surpris quand même, parce qu'en termes de MMO. Ouais, mais en fait, c'est bizarre, parce que ces 3 jeux-là en fait existent sur le SteelSeries Engine depuis maintenant plusieurs mois, et c'est vrai que c'est bizarre au fur et à mesure qu'ils commencent à développer des applications sur leur périphérique qui prennent en charge ces fonctionnalités-là, qui développent pas un peu plus de jeux dessus, quoi. C'est un peu dommage. J'avais une petite question rapidement. Quoi qu'il en soit. C'est quoi la différence entre la 500 et la 700 finalement en fait? Alors la 700 a beaucoup moins de boutons et elle a un afficheur OLED sur le côté. Mais on va en parler après parce que c'est l'un des 2 produits que je vais vous présenter en test. Ce sera en fin d'émission. Voilà. On termine avec Krakus sur les GeForce. Encore des nouveautés chez GeForce. Oui, les GeForce. Des rumeurs, je sais pas si c'est rumeur là. C'est une rumeur, c'est totalement une rumeur. De toute façon, Nvidia ne confirme jamais. En général, 95% des rumeurs Nvidia se vérifient. Oui. Oui, Nvidia, qui a un problème en fait. La marque est pour l'instant très bien positionnée avec ses nouvelles gammes de cartes Pascal sur le milieu et le haut de gamme, voire sur le très haut de gamme. Malheureusement, sur les modèles les plus abordables, pour l'instant, son offre repose essentiellement sur des cartes de la génération précédente. 960, donc on parle des 950, 960 ou 970. Ça, en gros, ça couvre une gamme de prix entre 100 et 250 €. A contrario, son concurrent AMD a placé ses cartes de nouvelle génération, qui sont les 460, 470 et 480 dans une moindre mesure, même si la 480 a une concurrente chez Nvidia pour le coup, qui est la 1060. Et du coup, c'est une situation qui doit un petit peu énerver le caméléon, qui devrait du coup y remédier d'ici la fin octobre. La GTX 1050 est attendue pour cette période. Alors je vous passe le détail des spécifications parce que c'est assez imbitable. Les 2 choses qu'il faut retenir, c'est qu'elle sera disponible en 2 versions, une version 2 et 4 Go, un petit peu comme les 1060 qui sont disponibles en 3 et 6. Ouais. Et par ailleurs, elle est donnée pour un TDP donc une consommation de 75 watts, ce qui ouvrirait la voie à des cartes qui n'auront pas besoin d'un connecteur d'alimentation externe. Et peut-être des cartes aussi ultra silencieuses. Parce que ça doit pas trop des cartes passives, c'est possible. À voir ce qui sera proposé de ce côté-là. Comment ? Parfait pour les PC portables aussi, du coup, à 75 TDP. Ouais, après, faut voir s'ils vont vraiment les intégrer dans des PC portables. C'est vrai que là, pour l'instant, ce serait bien qu'on ait un peu des portables avec des cartes de nouvelle génération qui soient en dessous de la barre des 2000 €. C'est ça, c'est ça en fait, un petit PC portable entrée de gamme avec une 1050. Et du coup, toi, tu y accordes beaucoup de crédit. Ça semble quand même très logique. De toute façon, ça semble parfaitement logique. Encore une fois, comme je le dis, Nvidia a pour l'instant un manque à ce niveau-là, alors que son concurrent direct, lui, a 2 cartes qui sont positionnées entre 100 et 250 €, donc les 460 et 470. C'est logique qu'il arrive avec une nouvelle offre dans les semaines à venir. Donc, merci beaucoup, Krakou. On va surveiller tout ça et tu nous en reparleras certainement dans les semaines qui viennent. On enchaîne sur les news avec Pentaru, l'ami Pentaru, le surfeur, le surfeur de Sergi. D'ailleurs, il y a aussi les specs, a priori, la 1080 Ti qui a arrêté. Il y a une rumeur. Alors ça aussi, c'est moins rumeur que rumeur. Enfin, c'est plus rumeur que rumeur. Il y a pas mal de doutes au sein des spécialistes qui, moi, j'ai vu sur le type de mémoire, sur les fréquences, sur les sans GDDR5X, j'ai fait, c'est bizarre ton truc. Pour l'instant, c'est une rumeur qu'on gardera sous le tapis en attendant d'avoir plus de confirmations. On verra peut-être ça la semaine prochaine. Du coup, Penta, tu vas nous parler d'Intel. Intel, oui, qui sort le chéquier lui aussi. Qui sort le chéquier. Alors bon, ça leur fait moins mal que Logitech à mon avis de sortir un chéquier chez Intel. Oui, ce qu'ils rachètent Movidius, en fait, qui est une société spécialisée dans les CPU d'analyse environnementale, qui équipe les drones. Donc en fait, Movidius, leur spécialité, eux, c'est de faire des processeurs qui analysent l'environnement qui entoure et qui puissent comprendre en fait ce qui se passe. Donc en gros, ton drone, quand tu le lances en autopilote, avec ces puces-là, il est capable de savoir s'il y a un arbre en face de lui, s'il y a un oiseau à droite ou s'il est en train de couper le gazon à 30 cm de hauteur. C'est à cheval entre en fait les technologies. Ils font la jonction entre les technologies visuelles d'affichage et l'intelligence artificielle. C'est ça. Alors, du coup, c'est bien cool, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se repère? Ça veut dire c'est ça. Et en fait, il est capable de comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Tout simplement. Et d'adapter le fonctionnement du drone. Exactement, donc d'augmenter son altitude, d'aller à gauche, d'aller à droite. C'est un peu le comportement d'une voiture autonome finalement. Voilà, donc Intel est en train de racheter un spécialiste dans l'environnement, l'analyse environnementale.
Pour les drones et pas pour, que. Enfin, ça pour pourrait le être drone appliqué à l'instant T, mais c'est rien ne ça. te dit qu'en fait après ils rachètent pas ça pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite faire des systèmes pour les voitures, parce qu'on sait que les voitures autopilotées c'est un marché qui va exploser dans les années qui viennent. Bah oui. Et donc là Intel il rachète une boîte qui déjà travaille dedans. Et avec la puissance de frappe qu'a Intel en ingénierie, on imagine très bien que l'adapter ça après pour quelque chose de plus costaud comme une voiture, ça va aller très très vite à mon avis. De même, ils peuvent l'utiliser pour des adaptations à des périphériques de réalité virtuelle, des casques, des choses comme ça. On sait aussi que Intel a présenté dernièrement à différents salons des avancées sur ce domaine-là, c'est marrant avec des casques de réalité virtuelle autonomes. Qui avait ce type de puce en fait embarquée. Mais c'est marrant parce que Intel, moi je les voyais pas forcément tenter de percer sur ce marché-là, quoi. Eux c'était plus la puissance de calcul. J'ai envie de dire, ils ont faim parce qu'ils ont quand même abandonné leur Atom, leur processeur Atom. Donc j'imagine qu'il y a plein d'ingénieurs chez eux qui doivent se dire bon bah maintenant. Ils ont next, pas mal licencié aussi. Oui, ils ont pas mal licencié, mais je pense qu'ils cherchent des vrais relais de croissance. Ouais. Et autant Atom ils ont laissé tomber que là ils se disent voilà avec rien que les voitures déjà, enfin qui vont se conduire elles-mêmes, etc. C'est juste un marché exceptionnel qui va s'ouvrir à eux, parce que là on parle là actuellement il y a qui sait vraiment faire ça. J'ai parlé de Baidu, de Nvidia où ils sont très très forts là-dessus. Après il y en a pas des centaines de milliers sur le marché, donc bon. Voilà. Ils se placent. Donc ils se placent et ils disent voilà on y va quoi. Ok. On enchaîne avec un sujet qui me tient à cœur. Courage, les connexions internet. Voilà, donc, donc l'Europe. Il se passe des trucs en Europe. En fait, il se passe Bruxelles. Des trucs. Après, c'est les technocrates. Qu'est-ce que Bruxelles va faire de bon pour moi aujourd'hui ? C'est les hauts fonctionnaires. Voilà, donc Bruxelles a entendu ton cri de désespoir. Ils ont vu mes tweets. Voilà, et ils veulent inscrire en fait dans la Constitution européenne que chaque habitant en Europe devrait avoir une connexion fibre à 100 mégas. Bits par seconde. Comme dirait Denis Brognard. Alors du coup, donc vive l'Europe. Voilà, donc vive l'Europe. Messieurs les eurosceptiques, donc Bruxelles va m'assurer. Ah là là, l'Europe. Alors après l'échéance n'est pas encore tout à fait claire. Attends, 100 mégas, donc 100 mégas au moins. On parle entre 2022 et 2030. Mais je serais déjà mort. Tu seras à Drancy. Voilà, tu seras de là à ce que l'application de la directive européenne. Il y aura peut-être que Chrono là qui vient à peine avoir. Voilà, donc en fait voilà, donc l'Europe dit maintenant voilà, il faut que chaque habitant européen ait une connexion à 100 mégabits au minimum, comme ils ont annoncé que d'ici 2025, il faudrait qu'il y ait au moins une ville par pays qui soit en 5G. Alors attends, honnêtement, remettons les choses dans leur contexte. 100 mégabits, c'est la fibre, quoi. Ouais. On est d'accord, c'est la fibre que des gens ont chez eux depuis déjà 4-5 ans, hein, finalement. Même plus. Les premières fibres, c'était déjà 100 mégas. Ensuite, donc c'est à la fois beaucoup et peu, parce qu'il y a des gens comme toi ou comme d'autres qui ont déjà des connexions gigabits, donc là c'est 10 fois moins. Et par contre, ça me semble quand même hyper optimiste. C'est-à-dire qu'en 2022, dans le trou du cul de la campagne, là, tu vois, là où il y a les petites fermes, mais la campagne, définition de la campagne, là où il y a les petites fermes, que tu vois, non mais en gros, tu n'auras pas un raccordement à 100 mégabits en 2022. Dans la France profonde et dans les montagnes, etc. Parce qu'actuellement, au fin fond du Vercors, tu as des connexions fibres à 1 gigabit. Et en plus de ça, ils sont en train d'aller dans ce sens-là, dans la mesure où, par exemple, à Levallois, il y a très peu d'endroits où tu peux encore avoir la DSL. C'est-à-dire qu'il y a plus tu vas me dégoûter, DSL. toi. Non, mais vous m'énervez. C'est vrai que tu veux dire que tu n'as pas le choix. Non, mais voilà. Et Orange fait des expérimentations de villes sans paire de cuivre. C'est-à-dire qu'Orange commence à faire des expérimentations, à se dire, bah voilà, je vire mes paires de cuivre, je ne fais plus que de l'optique. Ah oui, quelle ville? Drancy, évidemment. Il faut que je déménage. Viens à Drancy, je t'ai déjà dit. Non, mais Drancy, ils font ça? Non, mais à Drancy, on a déjà la fibre depuis 10 ans, donc voilà. Non, mais cette histoire de se débarrasser de la cuivre, renseigne-toi, parce que ça m'intéresse. Parce que cette ville-là, elle est goldée, quoi. C'est la ville. Pas forcément. C'est la ville d'Internet. Pas forcément, parce que tu as besoin de lignes téléphoniques. Par exemple, pour les ascenseurs, c'est obligatoire, c'est la loi. Ouais. Les bâtiments administratifs, tu as besoin d'une ligne téléphonique non alimentée, donc c'est la loi. Donc si tu veux, en fait, leur truc, c'est aussi un peu de marketing, mais bon. Bref. En tout cas, merci l'Europe. Voilà, parce que c'est quand même. En vrai, c'est quand même des bonnes lois et des bonnes décisions que d'essayer d'imposer ça. Alors après, les applications, ça par contre, ça va être compliqué. Hein. Bon, on passe à la suite. On n'est pas censé avoir un PIB, une dette au-dessus du 3% de PIB depuis des années, et on leur dit fuck depuis pas mal d'années. Donc ça, c'était la news pour me faire rager. La suite. Mais non, c'était pour te faire respirer. Donc il y a en fait un botnet qui infecte les NAS Seagate Central pour générer des Moneros. C'est une monnaie virtuelle. Botnet, Moneros Central. Parle français. Explique aux gens. J'ai l'impression d'avoir ma grand-mère en face de moi. Mais parle français quand tu me parles.
Reformule. Reformule. Donc en fait, les NAS, c'est quoi? Les NAS, en fait, c'est des bêtes disques que vous avez sur votre réseau pour stocker vos vidéos, vos fichiers, vos musiques et faire votre serveur Plex, etc. Voilà. Donc ça, c'est un NAS. Et il y a des petits malins qui sont amusés à hacker en fait ces NAS pour mettre ce qu'on appelle donc un botnet, pour créer un botnet, c'est-à-dire qu'il y a un réseau de PC zombies ou d'équipements zombies. Donc ils ont piraté. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Ils ont piraté les NAS. PC zombies, mais j'ai peur. Ils ont piraté ces NAS. Attention. Et donc ils peuvent les piloter à distance et en faire ce qu'ils en veulent. D'accord? Et donc ils ont installé sur tous ces NAS un logiciel pour générer de la monnaie virtuelle, donc un peu comme les bitcoins. Et là, ça s'appelle le Moneros, donc c'est un pseudo remplaçant du bitcoin. Le Moneros. Voilà, le Moneros. C'est donc une monnaie. Voilà, c'est Moneros. exactement ça, le Moneros. Et donc tu as maintenant les Seagate centrales, donc la marque Seagate qui a lancé un NAS qui s'appelle Central. Et 95% de ces NAS-là avaient apparemment une grosse backdoor qui n'était pas corrigée. Donc les mecs ont utilisé cette backdoor pour se connecter dessus et installer leur logiciel en loose day. Et ils se créent, en gros, ils se fabriquent des bitcoins, en utilisant les NAS, des NAS des autres. Alors que les NAS à la base c'est pas très puissant. En général c'est des petits atomes, des mais Intel. quand tu as accès à tout ça. Là ils en ont des dizaines de milliers pour le coup. Ouais. Et comme en fait les gens ne changent pas le mot de passe en général dans leur NAS, ce qui fait que très simplement que le mot de passe par défaut, boum, les mecs ils ont eu une backdoor easy quoi. Mais donc ils ont réussi à régler le problème, j'imagine. Pas encore. Donc là ils l'ont identifié. Donc si vous avez un NAS, changez le mot de passe par défaut. Soyez pas NAS. Ouais. On termine avec Amazon. Putain. On termine Pentarou avec Amazon. Oui, Amazon. Enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont acheté une boîte aussi? Non, Amazon, ils n'ont pas acheté de boîte. Ils pourraient. Amazon, en fait, commence à vendre enfin son Echo. Vous vous rappelez, moi, j'ai Alexa, l'intelligence artificielle qui permet de piloter votre maison, de vous commander des pizzas Domino's ou de commander un oui, tu en Uber. avais parlé de ça. Oui, j'en ai acheté un aux US. Oui, tu l'avais testé. Voilà, moi, j'ai le gros modèle. Et là, en fait, ils sont en train de sortir le petit modèle ailleurs en Angleterre et en Allemagne. Donc, enfin, l'intelligence artificielle d'Amazon arrive en Europe. Et donc, j'espère bientôt en France. Comme ça, tu pourras dire Alexa, commande-moi une pizza à pepperoni. Et hop, automatiquement, Domino's arrivera chez toi avec la pizza pepperoni. 4 fromages pour moi. 4 fromages si tu veux. Ou alors dire, bah voilà, j'ai besoin d'un Uber dans une demi-heure pour aller là. Et automatiquement, Alexa te commandera ton Uber pour aller là dans une demi-heure. Donc ça le truc fou là, c'est que ça arrive chez nous en gros. Ça arrive en Europe déjà, donc c'est une première étape. Alors l'Angleterre, ce qui parle anglais évidemment, les Allemands, parce qu'en général ils parlent très bien anglais les Allemands, donc je pense que ça leur pose aucun problème. C'est ça la question que j'allais te poser, c'est-à-dire qu'en gros il faut quand même le faire en anglais. Oui, pour l'instant il faut le faire en anglais. Il n'arrive pas encore en français. Mais ça va arriver, ça va arriver, t'inquiète pas. Non mais surtout ça va vachement limiter le succès potentiel du truc, tu vois, les gens vont pas se dire je veux parler à mon IA en anglais quoi, tu vois, regarde Cortana, Cortana au début c'était qu'en anglais, après ça arrive. Le problème de l'Europe pour les fabricants pour tout en fait, c'est qu'on a 27 langues quoi, 27 pays. Oui. Alors que s'ils font un truc en anglais, ils touchent déjà 500 millions d'habitants avec les États-Unis, tu vois, donc c'est compliqué. En plus, nous, après, il y a le corse, il y a le catalan, il y a l'occitan, il y a le breton, il y a le ch'ti. C'est-à-dire qu'Alexa, en fait, en Allemagne, il faudra parler anglais. Ouais. Parce que tu vois, Cortana, contrairement à ce que tu dis, quand il est arrivé en Europe, il n'était pas en anglais. Il est arrivé en alpha, en français. Oui, mais par contre, ça marche moins bien, non? Oui, mais il était localisé quand même. Ils l'ont pas sorti. Ils ont fait cet effort. Alors, le truc, ça, c'était la bête, parce que moi, l'alpha, en fait, j'ai eu qu'en anglais au début. Et après, c'est arrivé en français quelques mois plus tard. Tu vois, c'est-à-dire que le launch officiel, initial, c'est qu'en anglais. Et après, ça arrive. Quand tu téléchargeais sur la région américaine, pas en France. Bah oui, mais il y a les vrais, quoi, tu vois. Excuse-moi. Bon, j'ai quand même hâte de commander ma pizza 4 fromages en plus, ça pilote ta maison et tout, donc tu pourras lui dire pilote ma maison. Je pourrais dire Echo, donne-moi la fibre. Et là, il me la donnera pas, je la jetterai par la fenêtre. Je serais saloperie. Bah non, mais ça te pilote ton chauffage, ça te pilote ton éclairage, ça te pilote tout. D'accord. Voilà. Okay. Bon, très bien, Pentarou. Voilà, rendez-vous est pris. Dès que ça sera en Europe, on essaiera peut-être. On serait bien de refaire des tests sur le plateau. Essayer de faire des trucs en direct. On vous fait des petits bisous. On vous dit à dans 3 minutes, mon cher Tech. Là, c'est la page de pub, les réclames. Et juste après, on se retrouve pour la deuxième partie des news avec mes news et les news de l'ami Chrono. À tout de suite. Et voilà, de retour dans l'émission pour la deuxième partie des news avec la fine équipe. Mon petit Chrono, mon petit Krakou et ce cher Pentarou. On va passer aux news. À mes news, et c'est forcément les meilleurs. Et moi, je voulais attaquer avec un gros morceau. On a déjà parlé la semaine dernière, mais depuis, il y a d'autres infos qui sont tombées. Le produit est sorti. C'est l'iPhone 7. L'iPhone 7, messieurs. Déjà, oui, mais toi, t'étais pas là. T'as pas pu troller et tout. J'avais fait une vidéo avec tous mes commentaires que t'as striké, salaud. Résume-nous ça en 3 phrases. Faut vraiment aller très vite. Mais du coup, l'iPhone 7, toi, t'as suivi la conf. Ancien Apple fag qui a changé de camp. Voilà, t'as passé du côté
Androidien, en passant par Windows Phone. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet iPhone 7 et des annonces globalement? Ce que j'en pense très rapidement, c'est qu'au niveau design, rien de révolutionnaire, que l'appareil photo déborde de plus en plus. Déjà, que l'appareil photo ne concurrence toujours pas le Samsung S7. T'es sûr de ça? Dans la conférence, regarde bien dans la conférence, en fait, ils n'ont montré aucune photo, ils ont montré qu'une seule photo en basse luminosité, et la photo en basse luminosité, c'est dans une rue où tu avais que des lampadaires. Oui, mais alors toi, du coup, donc, effectivement... attends, laisse-moi finir. Et d'habitude, quand Apple sont sûrs de leur truc, ils se gênent pas pour faire une photo comparative en disant photo avec l'iPhone blabla, photo avec le Samsung blabla. Alors peut-être sur ce critère-là, mais un appareil photo, c'est vrai que le S7 prend de très bonnes photos en basse luminosité, mais c'est pas le seul critère. Tu vois, peut-être qu'en plein jour, etc., les photos de l'iPhone 7 même tu vois, les photos, elles sont clairement pas exceptionnelles. Je te dis, d'habitude, Apple se gêne pas pour faire la comparative. On va attendre que Daz revienne pour faire un comparatif. Et toi, Krakou, du coup, pas impressionné? Ah non, mais moi, je suis tellement passé Android et je suis tellement content d'avoir sauté le pas que vraiment l'iPhone 7, ça ne me touche pas, ça me parle pas. Chrono. Je n'y retournerai jamais. En anniversaire, j'avais un ami avec son iPhone 7. Déjà et un autre ami avec son iPhone 7 Alors, Plus. t'as pu le voir? Ouais, j'ai pu toucher un peu, essayer les deux. Super finition. Ça reste un super produit, quoi, en termes de finition, etc. Après, c'est vrai que le système ultra fermé Apple peut plaire ou déplaire, mais après, quand ça plaît, en général, ça plaît bien. Ah bah oui. Après, le rapport qualité-prix, en général, pas exceptionnel, quoi. Par contre, c'est cher. Oui, donc c'est très très cher. C'est cher, ça t'oblige encore à changer. C'est pas raisonnable. Là, c'est plus du domaine du raisonnable. Là, c'est débile. C'est raisonnable. Maintenant, c'est 32 Go, c'est plus 16. Du coup, c'est raisonnable. Ouais, t'as raison. C'est bon, safe. Un SMIC et un modèle moi, plus. Si je voulais parler de ça, en fait, de cet iPhone, c'est que justement, des petits malins se sont penchés sur les performances de l'iPhone. Et il faut quand même savoir que l'iPhone 7, révolutionnaire ou pas, ça on en pense ce qu'on veut, c'est un monstre de puissance. C'est-à-dire que les gens ont pris, alors tech, je crois qu'il y a, on a pris ça on a pris ça, je crois que c'est sur Mac Génération. Alors, j'espère pas dire de bêtises, et pas me fâcher avec eux, mais en gros, on a piqué un peu leur tableau. Et du coup, on a pris les perfs, d'un MacBook Pro, d'un MacBook Air, pardon. Et le propos, c'est en fait que l'iPhone 7 est aussi puissant qu'un MacBook Air de 2013. Alors, à base d'i5. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire que tu as dans ta main, dans ton téléphone, un truc qui est aussi puissant qu'un MacBook Air. Voilà. Et moi, c'est juste ça que je voulais dire. C'est que l'iPhone, en fait... MacBook Air de 2013. À la limite, t'aurais pu dire c'est plus rapide qu'un Minitel, quoi. Super. Oh là là, mais arrête, ça pète ta roue. Non, mais quel troll. Non, mais c'est quand même fou de se dire... Moi, ça m'impressionne de voir des téléphones... C'est plus balèze que n'importe quel PC de 2012, déjà. Donc, bah oui. T'es sûr? Oui, évidemment. C'est n'importe quoi. Pour toi, c'est normal. Bah évidemment que c'est normal, encore heureux, putain. D'accord. Bah c'est vrai que j'ai pas de point de comparaison sur Android. Est-ce que je suis capable de dire que le S7 c'est un PC Dell de 2013 ou 2014 en portable? Facilement. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, les sites FanMac, eux, sont très friands de ce genre de comparaison. Ils ont fait la comparaison. Et le truc, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand tu as ton iPhone 7, tu as un truc aussi puissant qu'un MacBook Air, quand même encore assez récent. Tu vois. Après, par contre, je n'ai jamais dit que les processeurs de chez Apple étaient merdiques. Ils sont super balèzes pour faire des processeurs chez Apple. Ça, là-dessus, je ne leur retire pas du tout. Donc, vraiment, c'est aussi l'optimisation de logiciel qui est dingue. Il y a aussi de ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont souvent un petit peu moins de fréquence ou de cœur ou de RAM que chez les Android. Par contre, ils en tirent 200%. Voilà, en plus de ça, la résolution est souvent moins élevée. Donc, du coup, très juste. Ils ont beaucoup moins de calculs à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Le feu Steve Jobs disait, de toute façon, quand on se préoccupe du matériel, on fait le soft et inversement. Quand on se préoccupe du soft, on se fait aussi son propre matériel, histoire de maîtriser toute la chaîne. Là, tu respectes. Là, tu vois, quand tu parles de Steve Jobs, je vois quand même. Main sur le cœur, là, ouais. Je vois quand même que l'expression de ton visage. C'était un connard fini, mais il savait faire des trucs, quoi. Voilà. C'est une belle citation. C'est un connard. Il savait faire des trucs. Steve Jobs savait que savait faire des trucs. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Tirer la quintessence des gens, bah ouais. On va enchaîner avec la PlayStation 4. Alors là, c'est pareil. Bon, je vais faire super vite. Vous étiez pas là, messieurs. Mais vous allez me dire ce que vous pensez de cette annonce. Bon, il y a la PS4 Pro, etc. On en parlera peut-être en fin d'émission. Mais par contre, la grosse annonce de Sony, le petit cadeau de Sony, c'était pour les anciennes PS4, on vous fait une mise à jour qui apportera le HDR sur la PlayStation 4, la normale. Et alors ça fait marrer Pentarou, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais que toi tu t'es un peu penché sur la question. Mais du coup, les gens, en gros, qui ont, comme moi, la PS4 normale, sont censés bénéficier aujourd'hui des technologies HDR. Le truc, c'est que j'ai l'impression que les 3/4 des gens aujourd'hui n'y comprennent rien, ne savent pas ce que ça veut dire, ne savent même pas si leur télé est compatible, ce que ça va changer dans les jeux. Et
Et à mon avis, la différence n'est pas folle. Mais toi, Pentarou, j'ai vu que tu t'es penché sur la question sur Twitter. Oui, t'as enquêté. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire cette annonce de Sony? Est-ce que c'est un cadeau en bois ou est-ce que c'est une vraie nouveauté pour les gars comme moi qui ont la vieille PS4? C'est le même intérêt que quand on disait en 2010 que Last Guardian serait jouable en  2011. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est pareil, à savoir que c'est complètement des promesses électorales. Mais c'est pire que ça, c'est de l'enfumage. En fait, le HDR, c'est quoi? Le HDR, ça te permet d'avoir un niveau de contraste et de couleur beaucoup plus profond, d'accord, qu'un écran normal. Sauf que pour ça, il faut avoir un écran HDR. J'ai cherché sur Internet pour trouver un écran Full HD HDR, j'en ai trouvé aucun. D'accord? C'est-à-dire que l'HDR, tu l'as avec des écrans 4K. Sachant que la PS4 classique ne sort pas du 4K, moi je l'ai testé à la maison, j'ai une PS4, j'ai branché sur mon écran. Oui, elle sort pas du 4K, oui, bien sûr. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu branches ta PS4 sur un écran Full HD, tu ne verras aucune différence parce que ton écran Full HD n'est pas HDR. Oui. Et si tu la branches sur une sortie, sur une télé 4K qui est HDR, tu auras du HDR, mais tu n'auras absolument pas de 4K. Donc autant acheter une PS4 Pro qui elle te fera les deux, du 4K et de l'HDR. Donc les mecs, c'est comme d'habitude chez Sony, voilà, c'est de l'enfumage pour rester poli quoi. C'est regardez les mecs, on vous fait de l'HDR pour tout le monde. Là les mecs certes que ça leur sert Pentarou, mais si tu as une PS4, alors je sais que c'est pas un cas qui va être très courant, mais si tu as une PS4, que tu as une télé 4K HDR et que tu ne voulais pas passer à la PS4 Pro, bah, tu auras quand même des jeux en 1080p HDR sur ta télé 4K. Alors ce sera pas l'idéal, pas l'idéal, mais tu auras du HDR. Et ça, grâce à Sony. Grâce à Sony. Il y a un double intérêt pour Sony aussi. Non, mais de façon, ils ont quand même fait le geste, ils auraient pu pas le faire, ça, je veux dire. Ils ont pas menti, concrètement. Pour de vrai, il y aura du HDR sur la PS4 normale, effectivement, après la mise à jour. Et on peut voir ça, en tout cas moi, comment je le vois, comme un pari concret sur un avenir proche, quoi, où simplement des télévisions Full HD HDR à des prix plus abordables vont sortir. Non mais c'est fini, les télé Full HD HDR, ça n'existe pas. Ouais, je sais pas. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que ça ne va jamais exister. Non, en fait. Ça ne va jamais exister. Ça n'a jamais existé, ils ne vont jamais entrer. Non, bien sûr que non. Non, ça parlera aux mecs qui ont une télé 4K. Maintenant, c'est les 4K HDR. Donc maintenant, tu as les télé 4K HDR qui arrivent à 400-500 €. En fait, voilà. Et sauf que ce qui va se passer, c'est que si tu achètes une télé 4K HDR à 400 €, l'upscaling de ta PS4. Mais il n'y a pas de télé 4K HDR à 400 €. Mais sûr que si, ça arrive maintenant. À 400 Mais 400-500 €, ça va en général, les télé HDR, c'est plutôt 700-800 Tu vas voir, en petite diagonale, ça va arriver pour Noël. Ouais, tu crois. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le mec, il a une PS4, voilà, la Slim avec son truc HDR, il va le brancher sur sa télé 4K HDR, sachant que l'upscale va être fait de 1080p en 4K par la télé et pas par la PS4. Si la télé... les gens sont perdus. Je sais que les gens sont perdus. Si la télé a un upscaling de merde, Full HD en 4K, ils vont avoir une image de merde. Donc mais ça du coup, va le être fabuleux, deuxième point, ok, mon premier point a été balayé. Le deuxième point intéressant de Sony à ce niveau-là, c'est qu'en fait, ils peuvent quand même faire un effet d'annonce, dire ma console fait du HDR et ils ne mentent pas. Parce que c'est pas du mensonge. Oui, mais c'est un effet d'annonce. Oui, mais c'est pas du mensonge. 2010, Last Guardian sortira l'année prochaine. Effet d'annonce. Shenmue 3 sur PS4 uniquement. Ah, tu l'as mauvaise cette conférence. Là, mensonge. Tu l'as mauvaise cette conférence-là, ça t'est resté en travers de la gorge. Parce que c'était que du vent. Non, mais c'est vrai, c'était que du bullshit. C'était que du bullshit. Et les mecs disent amen. Et tu dis, mais putain, les gars, mais ok. Mais non, mais Last Guardian n'est pas sorti, donc c'était un mensonge après coup. Alors que là, c'est le cas aujourd'hui. La PS4 fait du HDR. Donc c'est pas qui sert à rien. Mais c'est pas du mensonge. Qui sert à rien, mais ça marche. Super. Argument marketing, argument de com. Et aujourd'hui, là, du coup, c'est quand même dingue ce truc parce que le HDR, je sais pas vous, moi, mais c'est un truc. Il y a 3 mois, tout le monde s'en battait les steaks, quoi. Et là, maintenant, aujourd'hui. c'est parce qu'il y a quelques mois. C'est dans toutes les bouches, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelques mois, c'était encore une technologie en devenir ou en tout cas à venir. Là maintenant, c'est vrai qu'à Noël, on va commencer, je pense, à avoir de plus en plus de télé, Sony, les télé HDR. Et du coup, oui, ça commence à parler un petit peu aux gens qui, notamment, voudraient s'en acheter une ou en tout cas envisagent d'acheter un téléviseur pour Noël. Et oui. C'est marrant parce que pendant tout le débat très très passionné avec Pentarou, je voyais Krakou qui était en mode. Osef parce que lui c'est Team PC et oui non après oui voilà après pour moi cette nouvelle PS4 c'est juste une PS4 moins épaisse quoi, mais en dehors de ça il y a la Slim qu'on a sur le plateau qu'on montrera après, mais il y a aussi la Pro qui arrive et là tremble le monde du PC. Est-ce que tu vas en parler de la PS4 Pro? C'est pareil ils font énormément de marketing autour de la 4K et moi je ne vois pas je ne vois que des futurs joueurs déçus quoi. Tu es là
Ah là là, Bah mais ouais, quel oiseau de N'importe mauvais qui augure. aura goûté un petit peu à la 4K, à la vraie 4K sur PC et qui repassera sur de la 4K PS4 upscalée à partir de Full HD. Ah, mais, tu fais ton PC Master Race. Non, mais il a c'est raison, pas ça. il a raison, il a raison. C'est pas ça, pour le coup, c'est vraiment. Après, la 4K sur PC, ça a un coût, je dis pas le contraire. Mais vraiment, les jeux sur PC en 4K affichent une telle finesse et une telle qualité d'image que c'est vrai que quand t'as moins bien, t'es nécessairement déçu derrière. Écoute, on jugera sur pièce quand la PS4 Pro sera sortie. De toute Et façon, je pense qu'on en reparlera dans le JDR. Moi, c'est Tu Day vois, quand One, tu seras là, PS4 Pro, je l'annonce. on essaiera, t'as bien raison. Est-ce que t'achètes pas Day One, Pentaro? C'est vrai. La PS4 Slim, pas ça, faux, j'achète pas Day One. Pentaro, moi c'est Day One. C'est la bio Twitter. Moi c'est Day One. Moi c'est direct quoi. Bon, on a assez parlé de HDR. On enchaîne. On reste quand même sur le milieu des télés. Et là, on a quelques visuels, il me semble, tech. Je voulais parler des télés OLED. Des télés OLED de chez LG. Et pas que. En fait, la news, c'était juste que LG a décidé de vraiment appuyer sur l'accélérateur pour les télés OLED en augmentant sa capacité de production de dalles OLED de 70% d'ici à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché des télés, vous voulez du OLED, vous allez chez LG. En gros, c'est... Je résume, je caricature vachement, mais c'est ça. C'est quasiment les seuls à faire du OLED et du bon OLED. Ça aussi, c'est une technologie en devenir qui va commencer sérieusement à arriver l'année prochaine. Et du coup, les télés sont extrêmement rares, extrêmement chères. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 balles pour avoir un OLED. 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces, ça fait jusqu'à 8000 €, voire 10 000 pour des très très grandes diagonales. Et du coup, voilà, en fait, LG a décidé de produire beaucoup plus de dalles et surtout, il va vendre ces dalles à d'autres constructeurs. Donc, pour moi, la bonne nouvelle, c'était juste de dire que voilà, le OLED qui reste encore hyper ultra haut de gamme, hyper niche, va se démocratiser et du coup, qui dit plus de modèles, plus de concurrence, des prix qui vont être tirés vers le bas. Et là, aujourd'hui, les télé OLED à 3000 balles qu'on va avoir sur cette fin d'année 2016, je pense que fin 2017, tu vois, un an plus tard, 1500, on sera en dessous de 2000 balles. Et c'est d'ailleurs très intéressant de parler de ça parce que là, du coup, avec tout l'engouement qu'il y a sur ces fameuses télé 4K, avec le HDR, tout le discours de Sony, de Microsoft, les nouvelles consoles, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont envie de se précipiter sur les télé 4K. OLED ou pas, mais en tout cas, les télé 4K, c'est un gros sujet pour cette fin d'année. Et la question que je me pose, c'est avec tous ces mouvements, voilà, sur le moyen et long terme autour du OLED, est-ce qu'il ne vaut pas mieux encore attendre un tout petit peu, peut-être laisser passer la fin d'année, parce que l'année prochaine, ce sera vraiment l'année du OLED 4K HDR. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras les trois technologies indispensables pour avoir la meilleure télé possible. J'ai envie de dire en une seule phrase, attends la sortie de la Scorpio. Bah non, mais il est où le lien? Mais elle sort pour Noël 2017. T'as une gastro, mais achète une Xbox. Bah non, mais elle sort pour 2017. T'as une gastro, mais achète une Xbox, mec. Non, mais laisse-moi dire. Elle sort pour Noël 2017. Elle sort pour Noël 2017. Donc typiquement, quand les écrans justement 4K HDR ou OLED seront pas chers. Et ils font des bundles, ils ont déjà fait des bundles avant avec une télé. Donc laissez-moi schématiser la pensée tordue de Pentaro parce que je le connais, je sais comment pense cet homme. La Pentaro, il est en train de vous dire que ce Noël, c'est la fausse 4K. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la télé idéale, vous n'aurez pas la console qui fait du vrai 4K. On se demande de quelle console il s'agit. Et en gros, vous aurez un truc qui sera un compromis. Par contre, fin 2017, vous aurez les télé OLED moins chères. Vous aurez le HDR et tout ce qui va avec, et peut-être même d'autres trucs qui seront arrivés entre temps. Et la bonne console. Et vous aurez la bonne console, aka la Xbox Scorpio. C'est ça. Parce que la Scorpio, c'est pas un compromis. Plus puissante et armée pour faire de la vraie 4K native. Ouais. Ouais, attends, 6. Non, Pentaro, Et là, générique Pentaro. Il est où le problème? C'est Alors, pourquoi ce scénario n'est pas fait rire Non, mais parce que pour moi, la Scorpio est un compromis au même titre que la PS4 Pro. À 50% moins déjà. Vis-à-vis de la 4K, oui. Alors oui et non, tu penses pas qu'en arrivant un an plus tard, ils auront sous le pied de quoi proposer quelque chose d'un peu plus puissant. Ils annoncent 6 teraflops. 6 teraflops, c'est quoi aujourd'hui? 6 teraflops, c'est un peu au-dessus du 1060. Non, c'est en dessous du 1070. C'est la 480. Après, c'est 1070, hein. Ouais, 1070, non, c'est en dessous. Non, elle est à 6,5, la 1070. La 1070, elle a après, elle a 6,5. Après, faut se méfier. Alors, si la Scorpio, elle a 6,5. Non, mais les rapports de teraflops entre ce que propose Nvidia et AMD en termes de composants, c'est deux choses différentes. Faut pas non plus faire des parallèles à ce niveau-là. Mais globalement, oui, ça va être l'équivalent. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu regardes ce que
Ce que AMD est capable de proposer actuellement en termes de GPU, c'est de la 480 et c'est en gros, oui, autour de 5-6 teraflops. Donc non, ce sera un compromis peut-être un peu meilleur en termes de performance, mais ça restera un compromis au niveau de la 4K. De toute façon, ça sera pas du 60 FPS, hein, ça on est clair là-dessus. Bande de PCistes. Bah non, mais faut être réaliste. Laissez-nous rêver. Et n'oubliez pas un truc, c'est quand même l'optimisation sur console qui fait qu'avec 1070 ou équivalent sur PC, tu fais pas du 4K 60 FPS. Mais sur console, tu peux peut-être y arriver dans certains cas avec des jeux. J'adore Record, sur PC, j'adore. Je cut moi-même la régie, ma propre news sur les drones, on en parlera plus tard, pour accélérer, parce que pour laisser du temps de parole quand même à la Microno, qui avait aussi des news de son côté. On commence avec Microsoft et son store. Alors qu'est-ce qui se passe de beau? Alors Microsoft a sorti enfin son desktop app converter qui permet de mettre sur le store actuel, donc le store qui regroupe le Microsoft Store sur PC, sur téléphone portable et sur Xbox One, des applications Win32, c'est-à-dire des points exe ou bien les exécutables, les installeurs MSI là, de Microsoft. Alors, donc en gros, en tant que concrètement ce que ça change pour nous. Alors ça change un truc très simplement, c'est-à-dire que toi tu as une application, par exemple, tu as une vieille application comme, je sais pas moi, WinZip par exemple, qui a un point exe, tu es le développeur de WinZip, eh ben, tu le fais passer dans une sorte de moulinette magique, il ressort en version UWP. Donc tu peux mettre tout sur le store beaucoup plus facilement. Alors oui, alors c'est vrai que ça peut paraître rétrograde, comme disait tout à l'heure Krakou en... Vas-y, je te... Non, vas-y, je t'en prie. Ça peut paraître un peu rétrograde dans le concept, mais en fait ça peut permettre aussi aux développeurs d'avoir un store qui se remplit un peu, parce que c'est quand même le gros problème de Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas de store, et entre guillemets à moindre coût, et surtout avec des avantages concret de la tuile par exemple qui s'actualise, de l'installation et de la désinstallation à base de clic droit, désinstaller et ça disparaît de ton truc, de mise à jour automatisée et surtout de sortie sur d'autres plateformes comme les Windows Phone qui n'ont absolument presque aucune application. Donc ça peut offrir une seconde vie à des apps. C'est ça. Surtout, Windows Phone. Ouais, quand je dis c'était pas tellement rétrograde dans le sens où c'était un peu une technologie passée, mais c'est surtout une espèce d'aveu d'échec vis-à-vis de Microsoft et de son store, puisqu'il y a quelques mois, ils survendaient leur système UWP justement comme l'avenir, comme ce vers quoi il fallait aller. Et... Exactement, mais par contre, c'est vrai qu'ils avaient, même s'ils le survendaient comme ça, ils avaient fait une démonstration en live du gars qui prend l'exécutable de The Witcher 3, qui le balance dans sa moulinette là et qui ressort et qui te monte The Witcher 3 en version Windows Store, mais à partir de l'exécutable. Bon, pas mal. Il le vendait déjà comme ça. Donc moi je pense que c'est plutôt quelque chose de bien en fait, de positif, notamment pour les gens qui veulent ressortir de vieilles applications. Pour des vieilles apps qui vont avoir une seconde vie, et aussi pour le store qui du coup aura plus d'apps. C'est gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. Voilà. Oui, non, c'est plutôt pas mal moi je trouve. On enchaîne avec SFR. Alors SFR en fait va se mettre à la location de téléphones mobiles. Après Free, parce que c'est Free qui a commencé avec ce genre de choses. Et en fait, contrairement à Free où en fait on peut changer de téléphone tous les 24 mois, donc tous les 2 ans, avec SFR on peut changer tous les ans, mais ça a un coût supplémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui ils proposent le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge, bientôt l'iPhone 7. Et pour le Galaxy S7 par exemple, au mois ça reviendra à 30 € en location, ce qui au final ne revient pas beaucoup plus cher au bout d'un an que l'achat du téléphone, alors que chez Free c'est 25 €. Mais chez Free il faut le garder 2 ans et chez Free il faut donner un acompte au départ, il faut donner je crois une centaine d'euros, 109 €, 150 €. D'accord, c'est du leasing. C'est ni plus ni moins que du leasing. On en a déjà parlé, je me suis déjà embrouillé avec le chat en les traitant d'abrutis. Sur ce sujet, je rappelle, d'abrutis et de pauvres. D'abrutis et de pauvres, mais vraiment, mais quel. Après, c'est limité à certains abonnements qui coûtent quand même assez cher, c'est-à-dire les Power Plus et puis les Premium, ce genre de choses. D'accord. Bon, bah c'est bien, SFR qui se met au goût du jour là-dessus. On va passer à un autre sujet très intéressant. Il s'agit de. On veut nous interdire la pornographie, mais qu'est-ce qui se passe? Pas chez nous, c'est Vladimir. C'est Vladimir, c'est la faute à Vladimir. C'est Vladimir qui, en fait, non, c'est Moscou, donc qui va bloquer l'accès à YouPorn et Pornhub. Mais ils veulent la fin du monde. Mais ils veulent la fin du monde. Ils veulent une guerre civile. Ce qui est marrant, c'est la raison invoquée en fait. Non, mais c'est quoi? Alors vas-y, attends, laissons déjà Chrono nous. Moi, je pense que c'est pour gagner de la bande passante sur leur backbone. Même pas. Non, du tout. La bande, c'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus drôle que ça. S'il n'y a plus de porno, tu perds de la bande. C'est pour développer le business de la pornographie, enfin, comment ça s'appelle, des prostituées. Non, tu peux pas. Tu auras du mal à deviner, je pense. Bah allez Chrono. C'est parce que les internautes devraient trouver un conjoint dans la vraie vie. Et en fait, apparemment, quand on regarde le tweet qui a été... Donc, Pornhub a envoyé un tweet à... comment il s'appelle? Attendez, je vous dis ça. À Vladimir?
Non, à Roskomnadzor, qui est en fait l'agence gouvernementale de surveillance des télécommunications, de télécommunications qui a en fait acté la décision des tribunaux d'arrêter la pornographie. Pornhub leur a proposé de leur offrir des abonnements premium. Ah, et ils ont répondu. Dans l'ordre. Ils ont dit oui. Et ils ont répondu non. Désolé, nous ne sommes pas sur le marché et la démographie n'est pas un produit de consommation. Donc apparemment, il s'agirait vraiment de démographie et de naissance. Ouais. Voilà. Démographie. Mais qu'est-ce que c'est? Donc les gens ne font pas assez d'enfants apparemment en Russie. Donc en fait, il faut qu'ils arrêtent le porno. Donc c'est et qu'ils fassent des regardez le enfants pour de porno, vrai. allez, Voilà. sortez de chez vous et allez pécho. Faites l'amour et pas le C'est un porno. petit peu. En gros, c'est ça. Ouais, Mais ça. c'est complètement énorme. dingue. Mais dans ce cas-là, mais il faut que alors si ça marche, on verra si ça fonctionne. Il faut que le gouvernement japonais s'y mette aussi, parce que je sais pas si vous avez vu les. Comme quoi, il y C'est avait. assez alarmant. Enfin, c'est ouf. Il y avait 70% de la ils ont entre population 60, mâle ouais, de c'est ça. tel âge qui était encore puceau. Enfin, Ouais. en gros, il y a. c'est alarmant, ils ont entre 60 et 70% de population hommes et femmes qui sont encore célibataires en fait. Ah, il y a Ouais, la et régie non, qui mais hurle c'est 60%. pour le coup, pour une population qui est aussi vieille que la population japonaise, c'est vraiment un problème. Oui, ils ont un vrai problème de ils ont un vrai renouvellement de problème. génération. Ils ont pas assez une démographie trop Et faible. comme en plus, ils Mais veulent j'aurais pas pensé que tu vois qu'en Russie c'était le cas, par Bah, exemple. putain, il faut accepter de vivre en Russie, hein, excuse-moi. Je suis allé à Mais il Saint-Pétersbourg, fait excuse-moi, froid. ça donne pas envie. Hein. Ah, ça donne pas envie. Ah, et les non. rues et les nanas russes donnent pas envie. Ah, Elles non sont plus. très Bah, jolies les Russes. Tout le monde Elles tire sont la gueule. extrêmement Mais jolies tout les le monde Russes. tire la gueule Je dans suis ce d'accord avec pays. Trunks, moi. Ah, ça tire la gueule. Ah, mais, Alors ça c'est un autre problème. C'est Ah non, mais Saint-Pétersbourg, c'est pire que Paris, un niveau tirage de gueule. Hein. c'est vrai que ça tire la gueule. Ah non, mais vraiment, hein, c'est tu les sens Ah, pas mais dans eux, un hein. petit verre de vodka et Moi, je vois tout le monde d'alcool, se donc je veux décoince, dire, quoi. Ouais. Ah, je Bref. sais pas. Mais en tout cas, c'est marrant comme sujet et j'arrive pas à croire. Alors, par contre, pour devenir un peu sérieux, j'arrive pas à croire qu'une mesure pareille. Tu peux pas empêcher le porn d'être partout, quoi. Je veux dire, tu vas pas sur Pornhub, et bah tu vas sur un autre truc et voilà, du porno t'en as ce qu'il partout. ce qu'il faut savoir, Enfin, là, ils ont bloqué 2 sites, Ils ont bloqué mais deux tu sites. peux pas bloquer l'internet, quoi. Enfin, c'est Ah bah bon. si, Bah si, en Russie, c'est ce qu'ils concrètement, font, hein. concrètement, tu peux bloquer Internet. bah, hein. c'est ce qu'ils font en Russie, hein, de toute façon. Bah, Hein. par exemple, là, il y a eu les. Mais il dans y a ce eu- cas-là, ils feront circuler les VHS, je sais pas, comme avant. Oui. Non, mais on autrement, il y aura des trouver DVD qui solutions vont tourner. alternatives. Ouais. Mais il y aura des alternatives, voilà. Personne n'empêchera le porn de circuler. Personne. Vous Personne m'entendez n'arrêtera la pornographie. Personne. Ça ne se passera pas comme ça, Vladimir. On reste dans le sujet avec une autre On va news rester dans le new-yorkaise. sujet. Ouais. On va rester dans le sujet. Et là, pour le coup, Pentao pourra nous en dire pas mal de choses. Ah, mais il s'y connaît. Il s'y connaît tout ce qui est porno. Donc en fait, en début 2016, New York avait eu l'excellente idée d'installer des bornes Wi-Fi à la place de toutes les cabines téléphoniques. Il devait arriver à terme à 7500 cabines de téléphone. 7500 bornes Wi-Fi qui remplaceraient toutes les cabines téléphoniques. Donc ça, c'était en début d'année. Et Très belle initiative. une très belle initiative. Oui. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas la fibre, qui veulent une bonne connexion. Foiré. Ah, le coup bas, c'est bon. Et donc, en fait, c'était équipé d'un écran, port USB pour recharger les téléphones portables, ce genre de choses. Et les gens ont commencé à se plaindre, les habitants se plaignaient du fait que les gens regardaient des films, écoutaient de la musique fort, et surtout consultaient de la pornographie, alors que ce sont des rues passantes, etc. Ah, genre dans la rue et tout. Dans la rue, les gens Ah, les mecs regardaient leur porno. Ah, ils s'en battent les reins. Tranquille. Ah là là, c'est posé dans Central Park, c'est comme ça, c'est avec les enceintes. Allez, hop. et tout. Allez, hop. Ouais, et conseille la pornographie sur les bornes en question, Exactement. sur les tablettes, hein, parce que du coup, moi, je suis allé à New York et je l'ai vu, ce truc-là. Ah non, attends. Sur les bornes. Ah oui, sur En fait, regarde. C'est-à-dire, c'est comme si j'arrivais dans la Fnac, et tu sais que je pouvais aller sur le net et que je foutais Ouais. Pornhub, quoi. Tranquille, tes écouteurs, Voilà. et même pas, peut-être pas tes écouteurs. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas. En plus, ces bornes-là, moi, je les ai vues dans les beaux quartiers. D'accord, donc vers Manhattan, enfin c'est vraiment central New York. Et donc tu as 2 écrans pour faire de la pub de chaque côté. Tu as l'appel au 911, donc qui est en fait les urgences américaines. Et tu as une petite tablette et tu as des ports USB pour brancher et charger ton smartphone. Donc à la base, l'idée est super cool et ça fait hotspot Wi-Fi. Donc tu peux te connecter dessus aussi en Wi-Fi. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que, en bossant pour une ville, les mecs, ils ont pas mis un proxy sur tout ce réseau-là pour filtrer le porno, quoi. Apparemment, Nous, on fait ça depuis des années et ça pose zéro problème. mais tu vois. apparemment, j'ai lu que ça avait été le cas, qu'ils avaient mis quelque chose et que ça avait été contourné en fait, simplement. D'accord. Bah les mecs, embauchez-moi à New York si vous trouvez pas la solution, quoi. Enfin bref, c'est. T'es Et- plus côte ouest, toi, t'es plus côte Ouais, ça c'est vraiment plus que New York, c'est une ville de merde. Mais ça c'est un autre. Ça c'est un autre. Après, ça ouest. C'est antagoniste surtout. Non, non, mais non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi j'ai montré ça à mon député maire et on va en installer dans Drancy. Ah bah écoute, Parce que c'est super, non mais c'est super intéressant comme device parce que ça te fait de la communication à des 2 écrans de chaque mais côté. Drancy, ça te mais fait du Drancy, mais Wi-Fi, ça quelle te fait ville, tout. mais il faut, je vais devoir, ah c'est pas possible, là, je vais devoir. Ah, mais du coup, résultat. Il y a tout à Drancy, ouais. Résultat des courses, l'exploitant Link New York City a décidé simplement de désactiver en fait les bornes Wi-Fi jusqu'à nouvel ordre, le temps de trouver une solution, D'accord. à cause de petits coquins.
Ok, mon petit chrono. À cause de petits coquins, voilà, des petits taquins. Voilà, ils ont le sens de l'humour à New York. Non, c'était pour rebooster la démographie. Le porno crée des problèmes partout. Hein. Partout dans c'est le monde. incroyable. Hein. Maîtrisez-vous là sur le chat. On termine avec le MacBook Pro qui pourrait être amputé lui aussi, un peu comme les derniers iPhones. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ouais, alors c'est vrai que Apple, tout ce qui est prioritaire et compagnie, on connaît, ils ont tendance à squeezer pas mal de choses, à refuser certaines technologies comme le micro USB ou bien ce genre de choses avec leur Lightning. Et là, c'est vrai que effectivement, l'iPhone 7 a vu son port jack disparaître avec notamment les AirPods qui sont venus en remplacement. Et apparemment, selon une rumeur assez persistante, Apple aurait envoyé des questionnaires à ses utilisateurs, un peu comme le font les éditeurs de jeux vidéo d'ailleurs, pour pouvoir demander est-ce que vous vous servez de votre port jack sur votre MacBook Pro. Donc ça veut dire c'est comme quand tu dis tu veux pas de ton dessert là, tu finis. Enfin, moi c'est pas la version que j'ai eue, ça. Moi j'ai eu la version qui avait en fait un logiciel qui tournait en loose day sur les MacBook Pro pour renvoyer les stats directement à Apple. C'était pas un questionnaire. Hein. Ah ben moi j'ai eu le questionnaire, j'ai même vu, je sais pas si j'ai donné l'image, mais il me semble que j'ai même vu. La théorie du complot de Pentaro. Bon. Mais en tout cas, on va poser une question simple. Ok, autant pour moi. Est-ce que vous servez de votre port jack sur vos ordinateurs en général ? Oui. Ça peut arriver. Tu sais, t'es dans l'aéroport, le train. T'es dans un Starbucks, dans une bibliothèque, voilà, ce genre de truc. Un casque, des écouteurs. Ouais, si tu veux écouter les gémissements de ton porno tranquillou, c'est ça ? Ah bah déjà. Moi j'ai un casque Bluetooth. T'as un casque Bluetooth ? Oui, mais tout le monde fait pas partie de la team Du coup, ISF aussi, Apple va se dire ça, va se dire... Non, puis même, tout le monde fait pas partie de la team sans fil, tout simplement. Enfin, et là, surtout pour la musique. Hein. Ouais. Eh oui. Ouais, je comprends. Du coup, voilà, on risque d'avoir des MacBooks. Pas tout de suite. Tu risques de devoir acheter un casque Beats magnifique avec un son de merde à 300 €. C'est vrai. Mais quel troll celui-là, mais je troll pas, c'est la vérité. Et achète un casque Beats, ça va te coûter 300 € et t'auras un son de merde. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas écouté les casques Beats. Je sais qu'à un moment ils avaient une réputation bof. Mais les tout derniers, ils sont peut-être pas si mal que ça. Si t'écoutes du Justin Bieber ou du je sais pas trop quoi, ok, t'auras un bon son. Du Justin Bieber On n'a jamais testé de Beats dans le JDH d'ailleurs. Contacte-les, tu vas voir, ils vont dire. C'est peut-être un truc à faire. Ok, je laisse chrono terminer. Du coup, voilà. À prévoir certainement la disparition. Ouais, dans tous les produits Apple, quoi. Dans tous les produits Apple, de toute façon, si l'iPhone est souvent précurseur. On a terminé avec ce long fil d'actu, messieurs. Restez avec nous parce que juste après la pause, on attaque les tests et il y a pas mal. Je sais pas si on les voit sur le plan large. Mais il y a pas mal de bons trucs là sur le plateau, notamment là, une belle GeForce là. Regardez-moi ce parpaing. Regardez-moi ce truc. La muscu de Krakou, voilà, on a une belle GeForce, on a des souris, on a des PC, on a la PSK Slim. On vous parle de tout ça juste après la pause, à dans 3 minutes. Et voilà, de retour dans le JDH pour la partie des tests. Et on a quelques trucs à vous montrer ce soir, quelques trucs sympas. Moi, je voulais commencer par les cadeaux de Papa Noël Krakou. Parce que Krakou est un homme généreux. Et regardez ce qu'il nous a sorti de sa besace. Pour son retour, c'est, je parle dans le micro, un truc qu'on va vous faire gagner. Et je vais laisser Krakou le décrire parce qu'il s'y connaît bien mieux que moi. En clavier. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce clavier Krakou ? Alors ma foi, c'est un clavier mécanique, donc c'est le seul en fait clavier gaming de la marque G-Skills. Ils n'ont pas un catalogue énorme en matière de périphériques gaming. Ils ont quelque chose comme une souris et ils doivent avoir 2 déclinaisons de clavier. Pour la RAM. G-Skills, ils font surtout du matériel PC, pour boîtier, de la RAM, des choses comme ça. Et donc là, ils font un clavier gaming et ma foi, pour un essai, c'est plutôt un bon essai. Donc c'est un clavier mécanique assez classique. Alors de mémoire, je crois que c'est des Cherry MX Red sur ce modèle-là. Il s'appelle comment le clavier ? Ouais, c'est là. Il s'appelle le KM780. Wow, regardez-le comme il est magnifique, quoi. RGB. Alors en fait, moi c'est le seul reproche. Je pense que si Yamato était à mes côtés, il partagerait cet argument, mais le seul reproche qu'on pourrait lui faire en gros, c'est son côté un peu clinquant par rapport à des claviers qui sont maintenant dans une approche un peu plus sobre. C'est chez Logitech par exemple ou chez Corsair. Okay. En dehors de ça, par contre, il faut reconnaître que c'est un clavier qui est très efficace. Donc vous avez des touches dédiées pour la partie multimédia. Vous avez un petit indicateur de volume
au-dessus du pavé numérique. On vient de le dire, il y a un éclairage RGB. Vous avez une gestion des macros avec un enregistrement possible à la volée. Vous avez des touches macro supplémentaires sur le côté. Vous avez un repose-poignet. Bref, il est... un clavier moderne, est-ce que tu peux le remontrer ? Il est très complet et surtout, alors si je dis pas de bêtises, il doit être aux alentours de 120 € 140, sur le net. J'ai vérifié. 140. Il est à 140 balles. Et par rapport à ses prestations, c'est vraiment... pas mal. Enfin, et ça, c'est un prix raisonnable. Ouais, et c'est donc un cadeau du JDH. Mais pour vous, il sera gratuit, effectivement. Et pour vous, il sera gratuit. Et c'est quand même meilleur quand c'est gratuit. Du coup, pour gagner ce clavier, c'est simple, c'est du RT Follow sur Twitter. Et écoutez, j'avais prévu mon petit tweet. Regardez, je vais vous tweeter ça dans le chat. Regardez, attention, hein, c'est du direct. Donc, voilà, hop. Et voilà, je le spam là dans le chat. Je le copie-colle, j'espère que je ne vais pas me faire bannir. Je vous spam ça, voilà, RT et follow le JDH sur Twitter. Pour gagner ce clavier G-Skill, on fera un tirage au sort la semaine prochaine. Et pour ceux qui n'aiment pas les repose-poignets, il est détachable évidemment. Il est détachable, le repose-poignet. Il est détachable, il a tout ce qu'il faut. Et merci beaucoup, Krakou, pour ce petit cadeau. Oui, je t'en prie, ça me fait plaisir. On va enchaîner sur la partie test. C'est pas vraiment un test, mais je voulais vous la montrer puisqu'on a quand même la chance de la voir. Merci à jeuxvideo.com qui me l'a prêté. C'est la fameuse PS4 Slim. Regardez, on l'a. Elle est en plateau. Ce n'est pas une Wii Fit. Hein. C'est la PS4 Slim. Vous pourrez être tenté de se peser dessus, effectivement. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle est plus petite. Voilà, c'est le concept d'une Slim. Pour moi, elle a à peu près une finition équivalente à l'ancienne. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan sur le plateau. Mais voilà, en tout cas, c'est la toute dernière PlayStation 4, à ne pas confondre avec la Pro qui arrive un peu plus tard. Là, en gros, je rappelle, c'est la PS4, celle qu'on connaît, dans une version un peu plus compacte. Est-ce que tu peux nous en parler, Pentarou ? Parce que toi, je sais que tu n'es pas fan, hein, a priori. Oui, enfin, est-ce une surprise ? Voilà, moi j'ai la PS4 classique, donc clairement, autant la PS4 Pro, j'achèterais Day One parce qu'il y a un vrai intérêt pour moi, pour la 4K, etc. Et surtout, connais ton ennemi mieux que ton ami, c'est assez connu. Mais voilà, moi, de toute façon, la PS4 Slim, pour moi, aucun intérêt. Ça va faire toujours autant de bruit. Parce que plus c'est petit, plus ça fait du bruit en général, quand même. Elle coûte... Alors non. Alors non. Moi, j'ai lu des tests, notamment chez Digital Foundry, qui disait que en fait elle était plus silencieuse que la One S. Voilà, mauvaise langue. Ce qui est quand même un tour de force parce que la PS4 c'était quand même sacré hélicoptère. Hein. Ah ouais, c'est un hélicoptère, c'est vrai. Alors que elle, mais moi je suis très, pour le coup, je suis divisé sur cette console. D'accord. Alors je suis très. Le truc c'est qu'elle sert un peu à rien. Parce qu'elle sort à 300 €, c'est ça, non ? 300. Et la PS4 Pro 400, 400 et la PS4 normale elle est à 350. Non mais on est d'accord qu'il n'y a aucun intérêt à prendre celle-là par rapport à la différence de prix qu'il y a avec l'autre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Faut acheter la PS4 Pro, ça sert à rien, quoi. C'est sûr. En fait, moi, je pense que c'est vrai qu'une petite bourse peut se satisfaire d'une PS4 Slim, mais par contre... Parle bien des petites bourses, Chrono. Mais par contre, moi, c'est le design. Forcément, il y a eu des concessions qui ont été faites. Krakow va en parler tout à l'heure, notamment sur le jack, qui est bizarre. Comment ? Oui, le port mini jack qui est sur le côté là, sur la PS4. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est forcément pas moi. Alors c'est bien, ils sont pas comme chez Apple. Parce que Ken Bogard l'avait tripoté tout à l'heure. Il nous avait fait remarquer en fait, à droite, qu'il y a un port jack sur le côté. Et aussi que la trappe, que la Kevin Trapp pour sortir le SSD qui se trouve là est très facile d'accès. C'est très simple de changer le disque dur. De la PS4 Slim. Attention à pas la faire tomber. Voilà, on va pas rester là-dessus très longtemps parce que c'était pas le but. On va passer au test maintenant avec l'ami Krakou. Qu'est-ce que tu avais ? Une très belle carte graphique. Voilà, une très grosse carte graphique. Ah ouais, imposante. Hein. Une très grosse carte graphique. Donc il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Du modèle Zotac en GTX 1070 AMP Extreme Edition. Attends, c'est qu'une 1070 ? Voilà, c'est qu'une 1070. Je pensais que c'était 1080 moi. Non, c'est la 1080 a le même type de système de refroidissement. Hein. C'est le modèle Pat Labor. Ils sont mutualisés. En fait. Donc pour vous repositionner un petit peu ce modèle-là au milieu de la gamme Zotac, ils ont 4070 en commercialisation. Ils en ont une version mini, donc avec forcément un système de refroidissement beaucoup moins imposant. Ils ont la version Founders Edition, ils ont la version AMP tout court, qui est une version de carte graphique avec un système de double ventilation. Et ils ont la version AMP Extreme, donc qui est en triple ventilation. Alors, pour vous la présenter rapidement,
Déjà, comme vous pouvez le voir, hein, ces dimensions sont assez imposantes. On a une carte qui fait 32,5 cm de long. C'est très imposant. Également, elle prend 3 slots en épaisseur. Bon, sur les fiches techniques, ils aiment bien dire 2,5. Oui, 3 tout court. Hein. Tu utilises rarement un demi-port d'extension, donc c'est... C'est clair. Au niveau du système de refroidissement, comme vous pouvez le voir, c'est... voilà. Je vais passer directement sur les LED. Donc vous avez un système de LED intégré que vous pouvez configurer via un logiciel. Voilà, là il est en bleu. Tout à l'heure, elle était en rouge. Que vous pouvez configurer grâce au logiciel Firestorm qui est fourni avec et qui vous permettra également de pousser un petit peu l'overclocking de la carte. Je vais revenir sur le système de refroidissement. Donc triple ventilation. Vous avez derrière un bloc, 2 blocs radiateurs et connecté au GPU, vous avez une base cuivre. Donc c'est du classique. Également, vous avez une backplate à l'arrière, donc je vais la montrer. Hop, très stylé. Vous avez c'est pas mal ça. Très stylé, qui n'a pas d'apport en termes de refroidissement, hein, qui est surtout là pour rigidifier le PCB et puis pour apporter un petit élément visuel supplémentaire. Vous avez la carte au niveau de l'alimentation, donc là, Zotac a choisi un étage d'alimentation sur 8 plus 2 phases, comparé à la version Founders Edition de Nvidia qui était sur 4 plus 1 phase, c'est quand même bien renforcé. Également, vous avez du renfort au niveau de l'alimentation externe, puisque cette carte va prendre 2 connecteurs externes PCI Express 8 broches. C'est normal, c'est la norme. Je crois qu'ils étaient sur 2x6 sur ouais. Après, donc évidemment, c'est une carte qui est overclockée d'usine et comme c'est leur modèle le plus premium, c'est celle qui bénéficiera chez Zotac de l'overclocking d'usine le plus élevé. Donc elle est donnée pour... Alors j'ai plus les chiffres. Par contre, en fréquence de fonctionnement pratique, elle tournait sur mes tests entre 1987 et 1999 MHz. Donc on était vraiment, on était vraiment aux portes des 2 GHz. Et il y a également un overclocking au niveau de la mémoire qui monte à 8200 MHz au lieu de 8000. Du coup, pour schématiser, c'est les perfs d'une 1080 quoi, dans une 1070. Ah non, on est encore. Je vais en parler après. Je vais en parler. Oui. C'est 2 classes pour le coup. 1070, 1080, c'est vraiment 2 classes de cartes différentes. Et c'est pas avec un overclocking sur la 1070 qu'on va arriver au niveau de la 1080. Dans des cas extrêmes comme ça. Non. D'ailleurs, tu vas voir les graphiques de performance. Également, dernière petite précision, une petite fonctionnalité qu'on retrouve aussi sur les produits Asus. Vous avez un petit indicateur LED ici. Au-dessus des connecteurs d'alimentation pour vous indiquer que ces connecteurs sont correctement branchés. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est de ma foi des petits plus produits qui font plaisir. Au niveau prix, très rapidement, elle se situe en gros dans la sphère de toutes les 1070 haut de gamme chez Asus, chez Messi, c'est-à-dire autour de 520 €. Vous en trouvez 520, 530, 540, voilà. C'est en fonction des jeux, Okay. J'aurais cru plus, je suis presque rassuré. J'aurais cru plus, vu tout ce qu'il y a dessus. Mais c'est parce que tu aurais cru qu'elle se rapproche du 1080 aussi. Peut-être que c'est dans ta tête ce qui s'est joué. Hop, je vais tourner ma page et on va passer à ses performances. Qu'est-ce qu'elle vaut cette carte ? Eh ben, par rapport à ses fréquences de fonctionnement et par rapport à une Founders Edition, vous aurez 3 à 4% de performance en plus grâce à l'overclocking, sachant que vous pouvez pousser cet overclocking encore un peu plus loin en manuel de 3 à 4%. Quand même, je sais pas si on peut passer les graphiques de performance. Au final, on est à 6-7%, c'est pas dégueulasse. Voilà, donc oui, si vous la poussez, moi j'ai réussi à la pousser à 2037 MHz. C'est en gros la limite de ce type de puce, quelles que soient les cartes, quels que soient les fabricants. Puisque je rappelle que les limites d'overclocking, elles sont imposées par les puces et non par les fabricants. Donc tous les fabricants font avec les mêmes puces et donc ont les mêmes bases d'overclocking. Donc là, ma foi, c'est un petit overclocking assez sympathique. Également, je signalerai qu'elle dispose d'un système qui s'appelle Freeze chez Zotac, qui permet l'arrêt de la ventilation lorsque la carte n'est pas en charge. Donc par exemple, quand vous fonctionnez en mode bureau, là, les ventilateurs s'éteignent et du coup, elle est totalement passive et elle ne fait aucun bruit. Et justement, on parle de bruit, ça va être clairement le gros avantage de cette carte. C'est sa maîtrise de la température et des nuisances sonores. En température, on dépassera jamais 60. Enfin, moi, en tout cas, sur les tests que j'ai effectués, j'ai jamais dépassé 63 degrés en charge. C'est plutôt un très bon résultat compte tenu des cartes que j'ai testées précédemment.
Et de même, au niveau des nuisances sonores, le maximum que j'ai eu, c'est 40 dBA. Et encore une fois, c'est au niveau des meilleures cartes MSI, qui sont d'ailleurs plutôt bien placées sur cet aspect-là. Et c'est mieux que ce que proposent pour l'instant des cartes comme Asus ou Gainward que j'ai pu tester. Alors, c'était pas sur des 1070, mais vraiment un très bon résultat à ce niveau-là. Après, vu la taille de la carte, ma foi, c'est un résultat qu'on pouvait espérer. On est prévenu, c'était un minimum. C'est l'extrême édition, quoi. Au final, vous avez une carte qui est très très bonne en termes de performance, hein, comme je l'ai dit, de nuisance sonore au minimum, une bonne gestion de la température des composants. La chose qu'on pourra regretter, c'est d'une part sa taille. Clairement, vous pouvez oublier sur des boîtiers petite tour, mini TX, c'est hors de question. Alors que typiquement, le modèle 1080 ou 1070 de MSI, vous pouvez l'envisager sur des tours réduites. Là, il faudra obligatoirement une grosse tour, ou en tout cas une moyenne tour où vous décalerez les baies de stockage. Et son deuxième petit inconvénient, qui n'en est pas forcément un, c'est on regrettera peut-être le manque de fonctionnalités annexes. Par exemple, Asus sur ses cartes intègre maintenant des connecteurs sur lesquels tu peux brancher des ventilateurs de boîtier pour pouvoir gérer la ventilation du boîtier en fonction de la charge de la carte graphique. Ce genre de choses. Il n'y a pas de système de double BIOS. Donc c'est une carte, on va dire, relativement basique dans ses fonctionnalités. Par contre, ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Ok, Krakou, il faut qu'on se dépêche. On va passer vite sur la souris, puisque tu as déjà parlé tout à l'heure. Je vous en avais parlé. Il y a donc SteelSeries a annoncé dernièrement, la semaine dernière, son nouveau modèle de souris, la Rival 7500, pardon. Et il y a quelques semaines, ils ont également lancé un autre modèle qui est la Rival 700, qui est cette souris. Donc, globalement, on a affaire à une souris qui se prend très bien en main, hein, ça c'est du classique. Vous avez 2 zones grip sur les côtés. Vous avez également la particularité d'avoir une certaine modularité. Elle est livrée avec 2 câbles, un câble tressé, un câble en caoutchouc, que vous pouvez interchanger. Également, comme sur le modèle 500, la coque est détachable et vous avez les plans sur internet pour pouvoir en imprimer une et la personnaliser. Vous avez un rétroéclairage au niveau de la molette et au niveau du logo. Vous avez 3 boutons sur les côtés. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image là, vous avez le petit SteelSeries ici qui vous montre la présence d'un écran OLED. Alors ça, c'est vraiment une particularité de la souris, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir afficher un certain nombre d'informations sur les 3 jeux dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple, elle va pouvoir vous afficher le nombre de points de vie, votre quantité de mana, je ne sais pas si le nombre de munitions qui vous reste, etc. etc. Parmi les autres fonctionnalités qu'il faut retenir, elle est également dotée d'un système de vibration. Donc là encore, je vous en parlais tout à l'heure. Ouais. En fonction des événements que vous pouvez avoir en jeu, elle se mettra à vibrer de différentes manières. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Déjà. Alors maintenant, elle est plus haut de gamme que la 500, j'imagine, logiquement. Oui, mais de mon point de vue, enfin, j'ai pas encore testé la 500, mais de mon point de vue, certes, elle est haut de gamme, mais elle aurait mérité d'être mieux finie, ou en tout cas mieux située en termes tarifaires par rapport à ses fonctionnalités. Typiquement l'écran OLED par exemple, c'est cool. Le problème c'est que vous le regardez jamais. Donc en dehors d'un affichage personnalisé, tu regardes pas trop ta souris. Bah non, pas trop. Ouais. Donc c'est un affichage qui sera plutôt gadget et qui vous permettra, je sais pas, d'afficher des logos personnalisés, d'afficher votre tête, je sais pas, d'afficher ce que vous voulez. Plus personnalisation. Mais ce sera pas du tout informatif. De la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système vibratoire, il sera disponible que sur 3 jeux. Donc ça fait vraiment très court pour en profiter. À moins que vous soyez un grand fan de CSGO, de Minecraft ou de Dota 2. CSGO, hein. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais à moins d'être un grand fan, il faudra pas la prendre pour cette fonctionnalité-là. Également, on regrettera la molette, qui est de bonne qualité. Hein. Elle a une résistance à la rotation qui est bien dosée. Le problème, c'est qu'elle est sur 2 axes. Aujourd'hui, sur des problèmes... Alors, je vais en parler du coup maintenant. On est sur un produit qui est autour des 110 €. Sur un produit à 110 €, maintenant, c'est des molettes 3 axes. Hein. Là-dessus, elle a un peu de retard. Par ailleurs, elle a 3 boutons sur le côté
Les 2 duos seront accessibles assez facilement. Le 3e, il faudra aller le chercher. Moi, je suis obligé de désaxer ma main, par exemple, pour aller le trouver. C'est pareil. Tout ça fait... C'est des petits éléments, mais qui mis bout à bout... T'es peut-être un peu plus fan de la 500, finalement. Bah, je vais voir, je la testerai. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise souris, mais elle est remplie de petits inconvénients qui font que à 110 €, c'est un peu dommage. Surtout que pour moins cher, on a des G502 qui sont très fonctionnels et qui sont très agréables à manipuler. Et pour le même prix, on a des Rocatillon qui offrent, elles, des fonctionnalités vraiment qui servent vraiment, qui sont vraiment utilisables. Là, peut-être pas les bonnes features et peut-être pas le c'est pas tout à fait le cas, ouais, voilà. Donc les bonnes features, encore une fois, je pense que elles mériteraient un support logiciel un peu plus travaillé de la part de SteelSeries. Et en attendant ce support logiciel, elles mériteraient d'être pricées effectivement un ton en dessous, plutôt autour des 70-80 €, quoi. Ok, Krakou. Une dernière, la 700, la Rival 700. Une dernière précision, elle est modulable aussi au niveau de son capteur, c'est-à-dire que vous pouvez démonter le capteur et le changer. Vous avez une gamme de capteurs, je crois, vous avez 2 ou 3 capteurs différents que vous pouvez aller acheter sur le store SteelSeries. Okay. Voilà. Mais que vous n'achèterez pas puisque je ne conseille pas cette souris. on passe à la suite avec Penta qui avait pas mal de choses. Hein. Vas-y, attaque tout de suite. Allez. Ceci est un PC. Reste pas 10 minutes. Voilà. Ceci est un PC. Voilà, ceci est un compute stick. C'est un PC que tu peux Tu fais ce que tu veux avec. Voilà, donc c'est pas un thermomètre. Enlève le capuchon. Enlève le capuchon. Voilà, donc c'est Asus qui sort le VivoStick, ça s'appelle. Voilà, le VivoStick PC. Ça sert à quoi ça? En fait, c'est un mini PC. Donc si les gens se baladent beaucoup, ont besoin d'un PC, alors il faut pas s'attendre à pouvoir jouer à des jeux 3D dessus. Hein. Moi, le maximum que ça puisse gérer ça. Moi, j'ai mis un petit émulateur Super Nintendo, ça tourne. Par contre, tout ce qui est Twitch, tout ce qui est Netflix, ça tourne nickel dessus. Tout ce qui est Word, Excel, etc., ça fonctionne très très bien. Donc clairement, c'est les gens qui se voyagent et qui savent que là où ils vont, ils ont un écran. Oui. Voilà, donc quand vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, il y a souvent des ports USB sur l'écran plat. Tu branches ça et vous êtes chez vous. Ça, c'est en HDMI. Donc tu branches ça sur le port HDMI de la télé et hop, c'est bon, t'as un PC. Alors niveau caractéristiques techniques, faut pas s'attendre à des miracles. Donc c'est un Intel Atom Z8300 avec en carte graphique un Intel HD Graphics, forcément. Il y a 2 Go de RAM à 1600 Hz, stockage 32 Go de SSD. Ça fait du Wi-Fi en AC, donc ça c'est pas mal. Du Bluetooth en 4.1, un port USB 3, un port USB 2 et un mini jack audio, pas comme l'iPhone 7. C'est exceptionnel. Il a un port mini jack, waouh. Voilà, et donc ça pèse 75 grammes, donc c'est vraiment tout léger. C'est impressionnant quand même. Voilà, donc là t'appuies ici, ça c'est pour l'allumer. C'est pas nouveau les PC. Non, c'est pas nouveau. Intel fait les compute sticks, donc c'est un concurrent d'Intel direct. Voilà, donc c'est pour ceux qui ont un besoin, sachez que ça existe. Objet, Voilà, donc j'ai pas encore le tarif parce que c'est pas encore commercialisé officiellement en France. Ça va être 200 balles. Oh, moins quand même, parce que les premiers prix chez Intel sont environ dans les 120-130 €. D'accord. Donc je pense que ça sera à peu près dans cet ordre-là, je pense, à vérifier. Voilà. Donc ça s'appelle le Asus VivoStick. Voilà. Ensuite. Ah là tu me fais plaisir parce que ce truc-là. Voilà, ceci est ce que devrait se greffer Mister MV. Ceci en fait est un outil un objet qui permet d'oublier ses affaires. Ah, voilà. Mais mec, je perds MV les casse aussi. Je perds tout. Voilà, exactement. Pour les gens qui perdent tout. Pour les gens qui perdent tout, voilà. Donc ça, en fait, c'est un petit objet connecté en Bluetooth qui a 2 fonctionnalités. En fait, c'est si vous avez perdu votre smartphone, vous appuyez sur le bouton ici et ça fait sonner votre smartphone. Ah, c'est tellement bien. Comme ça, vous pouvez retrouver votre smartphone. Et à l'inverse, si vous avez perdu ceci, vous prenez votre smartphone avec l'application, vous appuyez et ça fait en fait sonner. Ça. Et lui, en fait, tu peux rien perdre parce que sauf si tu perds les deux d'un coup. Voilà, si tu perds vraiment balèze. Voilà, mais si tu as l'un ou l'autre, en fait, et ça a une portée de 100 mètres. Ah, c'est bien. Tu vois, donc tant que t'es chez toi, tu vas retrouver ton smartphone. Voilà. Non, mais combien de fois, moi, avant de partir au taf, je cherche mon smartphone dans 30 minutes, quoi. Bah voilà. Donc si t'as ça, t'appuies et tu le retrouves tout de suite. Ça coûte 40 €. Donc c'est WiSticky. Voilà, donc ça, c'est un modèle voilà chez WiSticky, designé par Monsieur Stark. Alors on aime ou on n'aime pas Monsieur Stark. Voilà, bah c'est très starkien de toute façon. Ça se reconnaît tout de suite. Donc la pile dure 3 ans. Donc ça dure 3 ans, ça coûte 40 €. Et là où ça a aussi un vrai intérêt, c'est que il y a un système communautaire où par exemple, imagine tu perds ça dans Webedia. Si quelqu'un a aussi l'application WiSticky sur son smartphone, il va t'indiquer de manière anonyme où se trouve l'objet que tu as perdu. Oh, c'est bien, c'est la solidarité. Donc, où que tu sois, si quelqu'un a un WiSticky, il va détecter qu'il y en a un qui est déclaré perdu.
et il va te renvoyer l'information avec la géolocalisation de ton objet. Ah, mais ça, je vais me l'acheter. Voilà, et donc moi j'ai précommandé, là il y a un nouveau modèle qui arrive pour les animaux, donc moi j'en ai précommandé en fait, comme ça je pourrais mettre au collier de mon chien ou de mon chat, etc. Ouais, mais ton chien, dans un rayon de 100 mètres, tu sais où il est, en général. Des fois, tu l'appelles, il vient. Pas forcément, tu vas en forêt, etc. Si tu veux, des fois, il suffit que ton chien soit pas très grand et caché dans les forêts. Et t'es bien content de pouvoir au moins faire sonner ça et de savoir à peu près où est-ce qu'il est ou de le géolocaliser, tout simplement. Géolocalise ton chien. C'est ça. Ou mon chat. Quelle belle époque. Non, mais le chat, c'est plus le stress. Parce que le chat, parce que oui, c'est plus tendu. Voilà, exactement. Donc, ça coûte 40 €. Voilà, donc il y a 2 nouveaux modèles qui arrivent. 40 € donc, seulement. Seulement. Il y a un modèle, donc porte-clés, enfin, porte-collier pour les animaux et un modèle carte de crédit. Tu pourras mettre ça dans ton portefeuille. Et voilà, et ça sera exactement notamment pour quand tu as perdu ton portefeuille. Exactement. Voilà, donc ça arrive aussi. Donc c'est Wiki, c'est français en plus. C'est français, Cocorico. C'est French Tech, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. On termine avec. T'avais un troisième truc, je crois. Oui, en fait, c'est le disque dur PCIe de chez Asus. En fait, là, c'est. Il va encore nous narguer avec ces disques durs. Ah non, justement, c'est plus une catégorie nostalgie parce que malheureusement, c'est ce disque dur PCI Express SSD. Donc ne se fait plus. Alors est-ce que je pense que tu as les visuels voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, il n'existe plus et ça me fait bien mal au cœur parce que je trouve ça dommage que les fabricants ne se lancent pas plus dans la course au disque dur PCI Express SSD parce que ça apporte des performances assez hallucinantes et ce modèle-là qui a 3 ans, qui n'existe plus. Tu sais pourquoi? C'est à cause des cartes graphiques de Traco. Ça coûte très cher pour un gain de confort qui est pas perceptible. C'est pour... D'ailleurs, j'imagine que ça se vend pas. Attends, en termes de performance de lecture-écriture, c'est du x3 par rapport au PC Express classique. Là, tu me parles benchmark. Moi, je te dis que j'installe ça sur mon PC pour faire démarrer Windows, pour faire démarrer Word, pour faire démarrer Excel, pour faire démarrer un jeu. Ce sera pareil. Donc, je te dis, le gain de confort sera pas. C'est pour les gros du prix que tu vas dépenser. Là, je m'adresse plutôt à ceux qui font du Photoshop, de l'édition vidéo, etc. Où là, par contre, tu vois vraiment le gain. C'est quand même assez hallucinant. En tout cas, voilà. Donc moi, c'était mon cri du cœur. Donc c'est Asus qui a sorti ça il y a 3 ans. Il s'appelait le Raider. C'est Twix maintenant. Ouais, c'est ça si tu veux. Et je l'ai poussé jusqu'à 850 mégaoctets en écriture. Donc c'était assez, c'était sa limite. Parce que moi j'ai le PCI Express Intel qui lui balance du 2 Go 5 en lecture et 1 Go 5 en écriture. Et j'ai fait des transferts de fichiers entre les deux. Et j'ai bien vu l'Asus qui est monté à 850 mégas et d'un coup qui a fait pendant 2 minutes et après il a fait bouf. Voilà, parce que l'Intel en face envoyait trop. Et il coûtait 500 € quand il est sorti il y a 3 ans. Et voilà, donc ils ont laissé tomber Asus. Et il n'y a plus que pour l'instant. Moi, 500 € pour combien d'espace? Que le marché. Donc c'était 500 € pour 250 gigas. Le marché était trop petit ou alors les intéressait pas. Ça touche pas assez de gens aussi. Asus, tu vois, ils sont plus quand même sur le gaming, etc. Sur ce genre mais c'est dommage, tu vois. Je pense que si plus de fabricants en sortaient, encore une fois, ça tirerait les tarifs vers le bas, ça se démocratiserait. C'est vraiment pas parce que les performances sont assez hallucinantes. Ça a beau avoir des prix raisonnables, Pentaro, c'est quand même. Parce que le SATA, ça reste quand même un peu salé. Le Serial SATA, de toute façon, il est limité à 500 mégaoctets en bande passante de toute façon. Bon, on a compris Pentaro. En attendant, il reste quand même des modèles chez Intel. Mais à 1200 €, le Tera 2, quoi. Le Tera, faut ce qu'il faut. Bon, voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Je rappelle qu'il y a notre concours donc sur Twitter pour gagner ce petit clavier. Je rappelle aussi qu'on a lancé une chaîne YouTube. Alors en fait, il y a une semaine ou il y a deux semaines maintenant que beaucoup de gens viennent nous voir sur Twitter pour nous dire mais qu'est-ce que vous foutez, où il est le replay. Il y a une chaîne YouTube, le JDH. Vous tapez le espace JDH sur YouTube et vous allez la trouver. Vous vous dépêchez de vous abonner. Et comme ça on sera content. Et la semaine prochaine donc on vous dira qui a gagné ce merveilleux clavier avec un petit RT follow. La semaine prochaine on sera avec Daz aussi qui viendra dans l'émission puisqu'il y a désormais une rotation avec nos chroniqueurs. On a une équipe qui grossit, ça tourne et on espère que l'émission vous plaît. Merci beaucoup à Tech et Apple en régie. On vous laisse, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre JDH. Ciao tout le monde.